Chers tous, microfinance is an idea whose time has come, a rappelé Kofi Annan, et c'est bien dans cet esprit qui accorde à la fois une grande importance et une certaine urgence au sujet de la microfinance que j'ai le privilège et l'honneur de vous accueillir aujourd'hui ici au sujet de la microfinance dans la Banque de Luxembourg. Nous connaissons tous l'intérêt que le sujet suscite sur la place. Vous êtes tous plus experts que je le suis, mais Luxembourg a en effet un long parcours d'encouragement et d'engagement surtout dans le secteur de la microfinance qui a débuté environ dans les années 90. Et ces efforts ont permis de domicilier près de la moitié des fonds d'investissement en microfinance au Luxembourg. En parallèle, et je pense que c'est une des success stories du Luxembourg, la mise en place de Luxembourg Microfinance and Development Fund, LMDF, qui fut lancée en 2009, une collaboration entre l'État luxembourgeois, l'ADA et de nombreuses institutions financières au Luxembourg, dont la Banque de Luxembourg. Et comme vous le savez, la Banque de Luxembourg a une fibre sociale, une fibre humaine qui la caractérise très fortement parmi les banques de la place et qui s'engage aussi très activement dans la philanthropie, comme faisant partie de sa politique RSE, mais également dans l'impact investing et dans l'entrepreneuriat social. Mais ce qui rend notre sujet aujourd'hui particulièrement sensible, je pense, c'est le contexte du monde qui nous entoure. La pauvreté est aiguë, l'injustice sociale qui nous entoure suffoque à la fois le développement personnel d'un chacun, mais également la croissance économique dans les régions qui sont plus fortement frappées par la pauvreté. Et donc la question, ou plusieurs questions se posent. Comment sortir de cette impasse et rompre le cercle vicieux qui a souvent tendance à se pérenniser ou à pérenniser surtout la pauvreté par le manque de ressources et de moyens? L'éducation est le moyen le plus structurant, j'estime, pour changer la donne de la pauvreté. L'accès au financement en est le pendant. Le sujet précis aujourd'hui est la finance inclusive face au terrorisme, compliance, lutte contre le blanchiment et développement. Le défi, et je pense que ce sera aussi l'objet des discussions aujourd'hui ici sur le panel, le défi c'est d'appliquer nos standards de plus en plus ambitieux en matière de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Et étant Chief Compliance Officer de cette banque, je peux vous dire que ces standards deviennent de plus en plus ambitieux. D'appliquer ces standards à ces régions pauvres qui souhaitent accéder à la microfinance, un outil de financement quand même qui fait partie du monde des finances. Donc comment assurer aise à l'accès à la lourdeur que peut représenter la mise en place d'une culture de conformité? Comment encourager la prospérité sans faciliter le blanchiment et le financement du terrorisme? Et quelle est une approche basée sur les risques pour la finance inclusive? Comment appliquer la proportionnalité et identifier les risques là où il faut? Donc moi, j'ai le luxe aujourd'hui de juste poser des questions. Et pour trouver des réponses à ces questions, je cède ma place aux invités aujourd'hui qui vont partager avec nous leur expérience dans ce domaine et j'aurai le plaisir de vous écouter et d'apprendre. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Ça marche ? Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu pour ce 45e midi. Merci, madame, pour votre introduction. Comme toujours, ce midi est organisé avec l'appui inconditionnel de la direction luxembourgeoise de la coopération et de l'action humanitaire, le réseau InFine. Particularité pour aujourd'hui, comme institution associée, nous avons l'ALCO, qui est l'association luxembourgeoise des Compliance Officers, dont nous avons un membre du conseil d'administration, ici à ma droite. On va en reparler par après. Alors, bienvenue justement à nos deux oratrices. Vous voyez que je suis bien entouré aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement. Je vais d'abord commencer à ma gauche par Madame Azaratou Sondo, qui nous vient du Burkina Faso, donc en Afrique de l'Ouest, qui est la directrice générale adjointe du réseau des caisses populaires du Burkina Faso, qui est une institution de microfinance de grande envergure et qui a la particularité pour nous, ADA, d'être le premier partenaire africain avec lequel ADA a travaillé.
Comme nous allons fêter l'année prochaine nos 25 ans, ça fait 24 ans que nous nous côtoyons, que nous coopérons, que nous mettons en œuvre différents projets. Et ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là pour participer à ce midi, dont le thème est assez particulier, en effet. Mais votre région est vraiment au cœur de l'actualité à ce niveau-là. Peut-être juste en 2 mots. Quand je dis que c'est une institution de grande envergure, il y a environ 220 points de service, de vente de produits de services financiers. C'est un réseau mutualiste de coopératives d'épargne de crédit, avec plus d'1 million de membres, dont la moitié qui sont véritablement actifs. Alors, en termes, comme il s'agit d'une institution qui collecte l'épargne, le portefeuille d'épargne est très important, vu qu'il compte 222 milliards de francs CFA, ce qui fait en euros 330 millions d'euros. Donc on est vraiment sur une institution de grande envergure. Autre particularité, le crédit, c'est 90 milliards de francs CFA, soit 120 millions d'euros d'encours de crédit aujourd'hui. Particularité aussi, c'est plutôt en fin d'année que la fonction crédit est beaucoup plus intense. Encore un chiffre qui est important, le RCPB compte 1200 employés, dont, et là vous l'avez souligné directement, 70% de femmes. Alors, Madame Sondo, elle est aussi présidente de l'Association professionnelle des institutions des microfinances du Burkina Faso et aussi vice-présidente de la Fédération des associations professionnelles des institutions de microfinance de l'UMOA, donc l'Union monétaire ouest-africaine, qui regroupe 8 pays en Afrique de l'Ouest. À ma droite, nous avons Madame Sundevi de Brand, qui est membre depuis 15 ans, donc, comme je le disais en introduction, du conseil d'administration de l'ALCO, donc l'association luxembourgeoise des Compliance Officers, qui compte plus de 900 membres. Ça m'a étonné lorsqu'on a préparé ce midi, comme quoi il y a autant de membres dans cette association. Alors, vous êtes aussi membre du comité anti-blanchiment de l'ALFI, donc l'association luxembourgeoise des fonds d'investissement, et je pense que vous travaillez aujourd'hui, enfin j'en suis certain même, chez Quilvest Private Equity. Et vous occupez plus spécifiquement des 2 problématiques qui nous intéressent aujourd'hui, donc la compliance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Donc en fait, nous avons 2 personnalités différentes, 2 acteurs différents, l'un qui vient du nord, l'autre au sud, mais qui sont quand même confrontés, chacune à leur niveau, à cette même problématique qui, en fait, est comment s'assurer que l'envoi des fonds, et je crois que Madame l'a souligné dans son introduction, le Luxembourg a la particularité de réunir une grande majorité de fonds qui partent vers le sud au niveau des fonds microfinance, comment s'assurer que ces fonds microfinance, que ces fonds alternatifs arrivent aux bons destinataires. Et c'est ça justement ce sur quoi nous allons nous interroger aujourd'hui. On va essayer de rester le plus possible concret, en partant d'exemples bien précis. Et c'est pour ça que je lance la première question au niveau de Madame de Brand. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire comment l'envoi des fonds qui partent vers du Luxembourg vers le sud arrive à bonne destination? Comment ça se passe dans le concret et quelles sont les mesures de contrôle qu'il faut respecter pour pouvoir s'assurer de cela? Tout d'abord, il faut absolument respecter les directives et réglementations européennes en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, qui ont été transposées dans le système législatif luxembourgeois et pour lequel on demande absolument une bonne connaissance du client, une bonne connaissance des transactions, afin justement d'éviter que l'argent qui sera transféré n'aille dans les poches de groupes terroristes ou autres, alors qu'il aura un meilleur usage s'il est dans les populations locales pour justement les aider à développer leur économie. Et donc tous ces processus de contrôle que nous devons mettre en place, qui sont donc basés sur les recommandations du groupe d'action financière internationale, sur les directives européennes, sur la réglementation européenne en matière de transfert de fonds, sur la législation luxembourgeoise,
tous ces petits process, tous ces contrôles devront être bien cadrés afin de, bien connaître votre client, avoir identifié les risques. Donc c'est ce qu'on appelle l'application de l'approche basée sur les risques, pour bien mesurer à quels risques on va avoir affaire. Et une fois que vous avez obtenu le confort suffisant, pouvoir mettre en place un système de transaction qui va soit vous alerter de manière automatique ou au niveau manuel si les transactions sont différentes du profil que vous avez établi et dont vous avez connaissance par rapport à votre client. Et donc c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de rencontrer également les personnes, donc Madame Sondo, qui va nous garantir quelque part que la connaissance qu'on a de toutes ces personnes est bien correcte, parce que c'est la personne qui est sur place et c'est la spécialiste. D'accord. Nous sommes des financiers, hein. Oui. Nous sommes juste l'instrument qui va servir. D'accord. Et au niveau des autorités luxembourgeoises, on parle beaucoup de listes de pays à risque, ou bien qui sont sur une liste noire. Qu'est-ce que vous voulez dire quelques mots là-dessus? Alors, je vais éviter de parler de liste noire parce qu'on n'en a officiellement plus. Mais le gouvernement luxembourgeois n'a pas pris position sur des pays à haut risque. Il y a actuellement au niveau du groupe d'action financière internationale une liste qui est établie par rapport au niveau du pays en matière de lutte du système légal et judiciaire que les pays ont en place par rapport à la prévention du blanchiment et contre le financement du terrorisme. Et donc dans cette liste, vous allez retrouver des pays comme l'Éthiopie, comme la Tunisie, comme l'Irak, comme l'Iran, comme la Corée du Nord, toutes les plus connues. Mais et l'Union européenne, tout comme le Luxembourg, se base sur les évaluations de ces pays effectuées par le groupement d'action financière internationale, donc le GAFI. D'accord. Et sur cette liste, le Burkina Faso n'en fait pas partie. Le Burkina Faso va se retrouver probablement sur une liste qui va être établie par son contact financier. C'est-à-dire que, pour parler brièvement de l'évaluation des risques en matière de blanchiment, vous allez catégoriser vos clients selon un certain niveau de risque. Donc on va dire simple, risque simple pour tout ce qui est établissement listé sur une bourse d'échange publique dans un pays, je dirais, équivalent à Luxembourg. Donc il y a des mesures en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme équivalentes à Luxembourg. Vous allez mettre en médium risque si vous dites c'est pas tout à fait équivalent, il y a quand même quelques différences au niveau de la législation nationale. Et vous allez mettre en haut risque si là vraiment vous n'avez pas de confort ou assez peu de confort, parce qu'il y a des différences vraiment importantes, mais pas nécessairement dans le système légal et judiciaire, mais plus par rapport à cette connaissance qu'on a du fonctionnement du pays, comment ça se passe, si par exemple, est-ce que vous allez commencer à travailler avec eux, est-ce qu'ils vont réagir de la même manière que si on travaille avec une banque de la place ou pas. C'est-à-dire que si je tombe sur une transaction, je dirais inhabituelle, avant de dire suspecte, inhabituelle, est-ce que je peux leur poser des questions? Est-ce que je peux les contacter? Et est-ce qu'ils vont me répondre de la même manière que une autre banque de la place ou une autre institution de la place financière? Donc, le critère pays est très important. Mais une fois que vous avez catégorisé, par exemple, on va dire le Burkina Faso comme pays à haut risque, rien ne vous empêche, d'ici 1, 2, 3 ans, parce que votre connaissance du client s'est améliorée, de réduire le niveau de risque. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir mis en place une bonne approche basée sur les risques, qui va vous permettre de modifier votre critère de risque par rapport à votre meilleure connaissance du client et par votre meilleur niveau de confort. Très bien.
Donc on touche ici aussi donc, sur la traçabilité, je dirais, des ressources et des clients. Madame Sondo, comment ça se passe chez vous? Est-ce que les standards, on en a parlé dans l'introduction aussi, et Madame vient d'en parler, est-ce que ces standards internationaux sont facilement applicables chez vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau dans votre situation, sachant que vous êtes une dame de terrain, hein, vous connaissez bien vraiment la finance inclusive qui est vraiment fortement développée dans votre pays, notamment par votre institution, mais aussi par les autres institutions de microfinance. Merci, Luc. Effectivement, au niveau du Burkina, vous le savez, il y a eu des lois qui se sont succédées. Il y a eu des lois nationales, au plan national. Par la suite, c'est passé à des lois au plan sous-régional. Et l'avant-dernière loi, qui était la loi Parmec, Luc a participé à son élaboration. Et présentement, nous sommes sur la loi 29, où, par rapport à cette loi 29, la première instruction portait sur le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme. Actuellement, c'est devenu une loi à part entière, ce n'est plus une instruction. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et dans cette loi, il y a des mécanismes qui ont été prévus. Et au niveau du Burkina, elle parlait tantôt de l'évaluation des risques. Il y a eu l'évaluation nationale des risques. Et à cette évaluation nationale des risques, tous les acteurs du secteur financier ont été conviés pour que chacun, en fonction de son secteur, puisse identifier les risques inhérents à son secteur d'activité. Et à la suite, dresser une cartographie des risques. La cartographie des risques est devenue un élément essentiel. Et quand la commission bancaire ou le ministère de tutelle vient pour faire des contrôles, vous avez l'obligation de présenter cette cartographie des risques. Et chaque année, c'est actualisé. Et au niveau du Burkina, en plus de l'évaluation nationale des risques, il y a eu l'évaluation par les pairs. Il y a eu l'évaluation interne, mais il y a eu aussi l'évaluation par les pairs. Et présentement, le rapport est en cours de rédaction. Certainement, courant 2019, le rapport sortira. Mais pour dire qu'au fil des années, au vu de l'apparition des nouveaux risques, la loi s'est agencée et il y a beaucoup plus d'exigences. Quand on parle, par exemple, vous avez dit la meilleure connaissance des clients, et de par le passé, tu viens, tu ouvres ton compte, il n'y a pas de problème. Présentement, pour ouvrir un compte dans une institution financière, il y a des documents à fournir. Il faut fournir la preuve que tu es la bonne personne pour ouvrir le compte. Et au-delà de ça, quand tu viens pour faire un dépôt, au-delà de 5 millions, systématiquement, il faut que l'institution communique l'information au Centre national de traitement de l'information, la CENTIF, qui analyse les informations et qui les transmet à l'Agence nationale de renseignement. Donc 5 millions, ça fait plus ou moins 7 500 euros. 7 500 euros. C'est pour dire que les transactions ne se font plus comme de par le passé où tu as ton argent, tu traverses la porte du guichet, tu déposes et il n'y a pas de problème. Le dépôt, de prime abord, ça peut être facile, mais derrière le dépôt, il y a tout un processus de contrôle qui se fait pour s'assurer qu'effectivement, l'argent, la source de l'argent est bonne. C'est pour dire que de plus en plus, en tout cas, les processus se sont complexifiés. Et au niveau des niveaux de contrôle, quand c'était les lois nationales, le contrôle, c'était peut-être à la limite à l'intérieur de l'institution. Présentement, non seulement à l'intérieur de l'institution, vous avez l'obligation d'avoir une direction de l'audit interne qui fait des inspections et qui remonte les rapports au niveau du ministère et de la Banque centrale. Mais au-delà de ça, le ministère a sa cellule de contrôle et qui vient aussi faire le contrôle. Et il y a des fréquences obligatoires. Et il y a la commission bancaire qui descend dans les structures de grosse taille. Par exemple, chez nous, quand une caisse de base atteint 2 milliards, successivement 2 années successives en dépôt ou en épargne, on la classe sous article 44. Et ces entités sont directement contrôlées par la commission bancaire. Alors que de par le passé, la commission bancaire ne contrôlait que les banques. Donc, ça dit que les choses se complexifient et
des dispositions aussi sont prises pour pouvoir y faire face, parce que ça y va de la crédibilité du secteur. Donc, Madame nous parlait d'un seuil donc, de 7 500 €. Est-ce qu'il y a aussi un processus graduel au niveau de l'envoi de fonds vers les pays du Sud? Il y a un seuil d'identification et de vérification dès lors que vous atteignez 10 000 €. 10 000 €. Mm. Et c'était début octobre, le Conseil de l'Europe a voté une nouvelle réglementation parce qu'on n'en avait pas suffisamment. Et sur le contrôle de tout ce qui était cash entrant et sortant de l'Union européenne. Et justement, ils ont donné une nouvelle définition du cash pour lequel ils ont inclus tout ce qui était chèque, traveler chèque, mais aussi en actif liquide, ils ont mis l'or. Donc je me suis demandé si lors d'un voyage, on devait commencer à peser les dames, parce qu'elles ont quand même toujours beaucoup de bijoux, et s'il fallait qu'on passe à la douane pour faire une déclaration. Et ça vous paraît amusant, mais je me suis dit, si c'est pas bien écrit dans le règlement, vous savez pas ce que le douanier va vous demander. Hein. Ouais. Donc, et oui, effectivement, et 10 000 €, vous pouvez y aller très vite, hein, parce que pour peu que vous ayez un ou deux bijoux de famille, je pense que vous avez atteint le seuil. Hein. Ne fût-ce que la montre. Oui, la montre. Donc, d'accord. Donc bon. voilà. Mais oui, on a un seuil d'identification et certaines institutions financières peuvent décider de le réduire et de dire non, nous, pour des raisons de sécurité, à partir de 5 000 €, on va quand même faire un contrôle. Donc on peut remarquer quand même que ce soit au nord ou au sud, il y a une gradation, je dirais, un petit peu dans les éléments de contrôle, dans la réglementation qu'il faut observer. Tout ceci, parce que vous parliez de visite sur place de la cellule de renseignement financier, je pense aussi que la commission de surveillance du secteur financier intervient. Tout ceci suppose des factures, salées chez vous, je dirais pimentées chez vous. Ah oui. Oui. La question, c'est qui paye pour finir? Est-ce qu'en définitive, c'est le client ou bien comment ça se passe pour... En fait, il faut savoir, on en a parlé, ça fait des années qu'on en parle, le coût de la compliance, c'est cher. Parce que la compliance n'est pas nécessairement un centre de profit, puisque c'est un département de contrôle. Et une visite sur place de la commission de surveillance peut coûter très cher, selon qu'elle va trouver des dossiers problématiques, selon qu'elle va se rendre compte que vos processus sont pas aux normes qu'elles ont préconisées et recommandées. Et tout ça peut s'accumuler avec une amende, jusqu'à une amende administrative, voire même pénale. Hein. Et donc, moi, je dirais il vaut mieux faire un peu de prévention en amont pour éviter que ça nous coûte trop cher et s'assurer qu'on respecte les lois, les règlements et qu'on ait toutes nos procédures bien en place. Ne pas hésiter à coopérer avec la commission de surveillance pour avoir des éclaircissements parce qu'au bout du compte, c'est quand même à eux de nous dire si ce qu'on a mis en place est correct ou non. Évidemment, on ne va pas leur demander de rédiger nos procédures, mais si vous n'avez pas bien compris une circulaire, c'est quand même à eux de clarifier. Et c'est là où l'ALCO ou l'ALFI ou même l'Association des banques et banquiers à Luxembourg intervient. Si vous êtes membre, vous posez votre question directement via les associations. Mais oui, c'est le coût de la mise en place, c'est le coût d'une inspection et c'est le coût de l'amende. Et ça a d'ailleurs coûté très cher à certaines banques de la place, comme Edmond Rothschild, qui a payé une amende de près de 9 millions d'euros l'année dernière. Et c'est public. Ce n'est pas une information. C'est pas une révélation, c'est public. Et au mois de septembre, ING Group aux Pays-Bas a été sanctionné à 775 millions d'euros d'amende pour non-respect de leurs obligations en matière de blanchiment, de prévention du terrorisme. Oui, donc voilà. Donc c'est des montants très importants. Chez vous, Madame Sondo, au Burkina Faso et en général dans des pays de même contexte, le prix de ce contrôle qui devient de plus en plus important
est-ce qu'il ne freine pas le développement des transactions financières vis-à-vis de votre population cible, qui par définition, comme institution de microfinance, votre vocation, c'est de financer des populations pauvres ou démunies, mal financées ou pas du tout financées? C'est ça. On est obligé de faire avec, sinon effectivement ce n'est plus la même célérité que nous avons à traiter les opérations que de par le passé, parce qu'il y a des procédures à suivre, quand le contrôle est là, vous êtes obligé de vous consacrer pour pouvoir fournir le maximum d'informations qu'ils demandent, et c'est sûr que ça a un coût, et ce coût pour le moment c'est l'institution qui la supporte, parce que dans les frais facturés aux membres, comme c'est des coopératives d'épargne et de crédit, c'est la transparence. Les taux sont connus et au niveau de la Banque centrale, justement par rapport au niveau de fixation des taux, il y a un taux à ne pas dépasser qui est de 24% pour les institutions de microfinance. Nous sommes largement en dessous de ce taux. Nos taux tournent autour de 10-11%. Et on ne peut pas d'un jour à l'autre comme ça augmenter les taux. Donc c'est l'institution qui supporte le coût de la compliance. Et ça demande de mettre en place de nouvelles structures pour les prendre en charge. Parce que comme elle a dit, pour le moment, nous sommes dans une démarche de formation, de sensibilisation. Le législateur est en train de nous laisser le temps de nous former. Il nous sensibilise à travers, par exemple, l'évaluation nationale qui a été élaborée dans une démarche participative. Et après, suivront les sanctions. Nous sommes sûrs que les sanctions suivront par la suite, mais donc on profite de ce temps d'apprentissage pour pouvoir peaufiner les procédures, peaufiner aussi les outils pour être à même de fournir l'information à temps pour éviter ces amendes. Pour le moment, il n'y a pas eu de l'application des sanctions parce qu'on est dans une démarche vraiment de formation, de sensibilisation, d'élaboration des différentes procédures. Alors, vous intervenez, vous couvrez tout le Burkina Faso. Le contexte n'est pas facile, surtout dans le nord du pays, vers le nord-est. Je rappelle que le Burkina Faso a été victime de plusieurs attentats. Les plus connus ont lieu à Ouagadougou, donc la capitale, mais dans le nord du pays, je ne dis pas que c'est journellement, mais la situation d'insécurité est assez forte, même très forte. Comment vous pouvez... Est-ce que vous avez réfléchi à des alternatives pour pouvoir quand même financer ces populations qui aujourd'hui se déplacent très difficilement ou ne peuvent même plus se déplacer? Comment vous pouvez réagir à cette situation-là? Et est-ce que le réseau a dû fermer certains points de service parce que c'était impossible de pouvoir opérer dans une situation comme on peut la rencontrer aujourd'hui? Effectivement, comme vous le soulignez, on a vécu, on dira, en tant que Burkinabé, c'était direct parce que les zones qui ont été touchées, il y a eu des Burkinabés qui ont perdu leur vie. Il y a eu des institutions qui ont été victimes. Et ça, on ne peut pas dire qu'on n'est pas concerné. Mais directement au niveau des coopératives d'épargne et de crédit, il n'y a pas eu de coopérative d'épargne et de crédit dans notre réseau qui ait fermé ses portes à cause de l'insécurité. Parce que nous sommes sur l'ensemble du territoire. Et Luc le ressortait tantôt, c'est plus de 200 points de vente à travers le territoire. Et ça couvre aussi bien le Sahel, présentement, qui est une zone pratiquement rouge, l'Est, l'Ouest, le centre et tout. Et dans cette situation, ce que nous avons vécu surtout, c'est l'impact de l'insécurité. Il y a des zones pratiquement qui sont plus accessibles. Parce qu'au niveau de notre mouvement, ce que nous avons mis en place pour toucher le maximum de personnes, surtout les femmes en milieu rural, c'est un programme de crédit où l'animatrice rejoint les femmes au village pour pouvoir les sensibiliser et octroyer les crédits, collecter l'épargne. Et du fait que certaines zones soient actuellement inaccessibles, on est obligé de réduire la portée de nos actions. Et présentement, la réflexion, c'est comment quand même offrir les services dans ces zones, quand ces zones toujours
continuent de mener des activités, même si le niveau d'activité a baissé. Comment rendre service sans exposer la vie de nos employés? Et là, pour le moment, la solution qui pourrait être trouvée, c'est vraiment la solution de la finance digitale qui est en cours. Au niveau du Burkina, la stratégie nationale est en cours d'élaboration. Et à l'interne, au niveau de notre mouvement, nous sommes en réflexion pour l'élaboration de notre stratégie de finance digitale. Et nous pensons qu'à travers ce créneau, on pourrait éventuellement toujours continuer à poursuivre notre mission et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus pauvres, surtout dans ces zones où vraiment l'insécurité sévit. Parce que c'est de nos jours plus l'insécurité qui freine le développement que les actions de terrorisme. Mais comme l'insécurité est causée par les actes terroristes, c'est un peu lié. Voilà. Alors, cette alternative de développement de la finance digitale, en termes de contrôle, là aussi, comme c'est un nouveau champ qui est en train de se mettre en place, qui est de plus en plus utilisé pour financer les populations clients des institutions de microfinance, est-ce que les mesures de contrôle doivent être aussi renforcées ou établies pour ce type de transactions? Évidemment que vous devez adapter vos contrôles et que vous devez vous outiller de plus en plus d'outils plus modernes, la possibilité de prendre une photo en ligne, puisque tout le monde a un téléphone portable de nos jours. Donc on va se baser sur la photographie, on va demander à la personne de se photographier à côté de son passeport ou de sa pièce d'identité, etc. Donc toutes ces solutions existent. Il faut simplement pouvoir les intégrer dans votre système existant, d'évaluer si ces processus d'identification sont toujours à jour par rapport à la technologie qui va être utilisée. Mais oui. Ça a un coût aussi, qui est malheureusement répercuté. On revient sur la question du coût. Et là, peut-être bien que la coopération, je dirais, pourrait aussi jouer un rôle. Et on en revient un petit peu aux organismes d'appui, qui devraient peut-être pouvoir jouer aussi un rôle pour pouvoir intégrer ces nouvelles technologies plus facilement. Parce qu'il est clair qu'au niveau, je dirais même d'une certaine catégorie de clients que vous avez, même prendre une photo ou avoir montré son passeport, c'est très difficile. Je songe notamment aux femmes qui font partie des caisses villageoises. Vous pourriez peut-être nous parler 2-3 mots là-dessus, sur cette expérience des caisses villageoises où vous êtes un petit peu pionnier pour atteindre les couches vraiment les plus démunies des femmes clientes des institutions de microfinance. Et justement, en milieu urbain, c'est beaucoup plus facile parce que la plupart des personnes ont ne serait-ce que la pièce d'identité qui est souvent demandée pour authentifier les opérations que les gens font. Mais par exemple, en milieu rural, et de surcroît, la population féminine, généralement, elles n'ont aucun document. Mais dans la démarche des caisses villageoises, dans la méthodologie caisse villageoise, il y a toute une démarche qui est suivie pour nous rassurer que ces femmes sont de bonne moralité et qu'elles sont dans le village à n'importe quel moment, on peut effectivement les avoir. Et c'est pour cela que ce n'est pas seulement que du crédit, c'est aussi de l'éducation, formation, sensibilisation, de l'éducation sur la nécessité d'épargner, avant que ce ne soit du crédit. Et au-delà du crédit, les femmes sont en groupe, mais elles sont cautionnées par au moins un leader du village. Et ce leader de village, ou ces leaders de village, ont l'obligation d'avoir des pièces. Et quand on a besoin d'elles, on sait qu'en passant par ces leaders, on peut les avoir. Et présentement, c'est ce que nous faisons. Et maintenant, si les textes se complexifient, mais il nous est arrivé d'organiser même des séances d'établissement de cartes d'identité pour ces groupes de femmes, où nous avons été intermédiaires entre ces femmes et les autorités judiciaires pour les produire, les cartes. Mais ce n'est pas à l'ensemble. Dans un premier temps, quand on y va, c'est vraiment des femmes sans pièces. Mais il y a aussi cet objectif derrière qui est de les amener au fur et à mesure à disposer de ce document qui de plus en plus est demandé.
Voilà. C'est intéressant, si je peux me permettre, ce que vous dites, parce que le parallèle dans le système financier, c'est que si vous connaissez bien votre intermédiaire, vous pouvez vous reposer sur ces procédures d'identification. Et dans votre système, c'est que si vous connaissez bien vos clients, on pourrait imaginer qu'on puisse se reposer sur vos processus d'identification à un moment donné. Et c'est là où il va falloir qu'on trouve un moyen de se parler et pour justement favoriser le développement de la microfinance. Tout à fait. Je dirais, pour aller dans ce sens, qu'il faut vraiment une forte collaboration de la communication qui fait en sorte qu'on se comprend mieux et qu'on se connaisse mieux, de sorte que le système financier soit en fait le client et qu'il puisse être l'intermédiaire entre le bailleur et les populations qui sont financées. Parce que ce n'est pas que des rapports d'argent, ça va au-delà des rapports d'argent dans le système coopératif où nous évoluons. Il y a la connaissance du membre, du client, qui n'est pas forcément quelque chose de tracé. Voilà. Oui, vous parlez de collaboration. On en revient, je dirais, à notre mission, qui est vraiment la coopération entre le Nord et le Sud. Et là, je crois qu'il y a aussi tout un champ d'investigation que l'on pourrait développer, notamment au Luxembourg, qui a quand même la particularité d'héberger la majorité des fonds microfinance. Merci pour ces éclairages, ces premiers éclairages. On va prendre quelques questions au niveau du public, en essayant d'être très concret et de spécifier à qui vous adressez la question. Voilà. Oui. Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Je crois que tu dois... Non. Celui-là, il marche, Julie? Hello. Oui. Hello. Yeah, ça c'est mieux. Après avoir travaillé, été responsable pour un transfer agent ici à Luxembourg, je sais exactement quel défi il y a à récupérer des informations, des pièces qui sont nécessaires pour le processus. Comme Sandev a aussi mentionné, il y a de plus en plus de réglementation. Parfois, en fait, derrière les coulisses, on attend le miracle, enfin, the magical thing qui peut résoudre certains de ces problèmes. Sur le terrain, enfin, est-ce qu'il y avait des choses, la technologie qui a peut-être assisté en quelque sorte, ou est-ce que ça reste comme c'était dans mon temps, en fait, dans un transfer agency, assez basique quand même? Peut-être une autre question, on en prend. Monsieur et madame. Bonjour, Patrick Goldman de Impact. Dans la réglementation luxembourgeoise, il est marqué, concernant les contrôles AML et CFT, le client. AML, CFT, il faudrait peut-être préciser. Anti-money laundering, CFT, combating the financing of terrorism. D'accord. Donc, dans la réglementation luxembourgeoise, on mentionne le client. Jusqu'à présent, le client était considéré comme étant l'apporteur d'argent, autrement dit l'investisseur. Récemment, depuis environ un an ou deux, le régulateur luxembourgeois insiste pour que les contrôles se fassent également au niveau des investis, autrement dit les institutions de microfinance. Donc les fonds luxembourgeois, puisqu'on parle d'eux, prêtent à des institutions de microfinance à qui incombe la responsabilité de vérifier que, en effet, les procédures AML, donc anti-blanchiment, soient bien respectées. Est-ce que c'est le gestionnaire? Est-ce que c'est l'IMF? Mais l'IMF n'a pas de responsabilité vis-à-vis du régulateur luxembourgeois. Voilà, quelle est votre position à ce niveau-là, dans cette nouvelle approche du compliance sur les fonds microfinance à Luxembourg? Ça, c'est plutôt pour madame à ma droite. Oui. On va prendre madame ici. Bonjour. Ma question concerne à madame Sondo.
Parce qu'au fait, en tant qu'étudiante, j'ai fait ma soutenance sur la finance, sur les blanchiments d'argent et tout. Mais moi, ce que je signale au fait, en Afrique, les transferts d'argent, vous êtes focalisé sur les banques. Et moi, je me suis dit, les blanchiments, c'est fréquent sur les transferts d'argent parce que, au fait, le fait que quand la cliente, elle vient, elle fait son transfert et par exemple, l'agence, il lui dit que nous, on a besoin de liquide, on n'a pas besoin de carte bancaire, on ne prend pas de carte bancaire. Et je me suis dit que pourquoi sur les institutions financières, on ne met pas en place les cartes bancaires et arrêter, par exemple, les liquides, parce que sur les cartes bancaires, il y a plus de traces que sur les liquides. Et en plus, quand il y a la compliance, par exemple, ici en Europe, quand on pose la question, on répond à toutes les questions. Et en Afrique, par exemple, moi je suis africain, je connais tout. En Afrique, je fais tout. Je faisais les transferts d'argent et tout. Mais en Afrique, on peut poser une question simple. Tu connais la personne, d'où vous connaissez la personne, mais on n'a jamais une satisfaction sur les réponses, par exemple. Ils ne répondent pas aux questions. Et les agents, par exemple, ils ne vont pas prendre leur téléphone pour appeler, par exemple, sur le transfert d'argent de MoneyGram. Les Américains, ils appellent, mais ils répondent toujours pas. Ils se disent que nous, on ne peut pas utiliser notre téléphone fixe, par exemple, on paye des frais. Et je me suis dit, pourquoi vous, au lieu de focaliser en plus sur les banques, pourquoi pas ne pas focaliser sur les transferts d'argent? Je me suis dit qu'en Afrique, le blanchiment, c'est plus fréquent chez les transferts que chez les banques. Parce qu'on met plus de contrôle chez les banques que chez les agences de transfert d'argent. Merci. Très bien. Peut-être commencer par Madame sur la question... Sur la question épineuse de qui va faire la due diligence sur les investissements qui vont être effectués. Mais en fait, ça dépend. C'est toujours... soit on va dire soit le gestionnaire a une décision et maître de sa décision, il va dire mais je délègue la fonction de contrôle à l'agent administratif qui va avoir la responsabilité, ou à la société de gestion qui va avoir la responsabilité de voir où vont les investissements. Et ça c'est une décision contractuelle. Mais en général, si vous avez un fonds, vous allez vous assurer que votre politique d'investissement est conforme à ce que vous avez émis dans votre prospectus ou votre private placement memorandum. Et vous avez quand même l'obligation, en tant qu'agent administratif, de vérifier la destination de ces fonds. Et de toute façon, en tant que banque, s'il y a un transfert financier qui est effectué, vous devez vous assurer vers qui il va aller. Vous ne pouvez pas juste envoyer de l'argent en vous disant oui, moi j'ai vérifié l'origine des fonds et puis maintenant si l'argent part, je ne sais où, financer un groupe terroriste, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas du tout le cas. La réglementation luxembourgeoise, la législation luxembourgeoise est très claire. Si vous aidez ou si vous avez été associé au financement d'un groupe terroriste, vous êtes coupable. Si vous n'avez pas rempli vos obligations de contrôle. Donc, ça va dans les deux sens. C'est vrai que ça a beaucoup évolué. On en parlait justement hier avec M. Chadec qui disait pendant des années, on s'est focalisé sur l'origine des fonds. D'où vient l'argent, à qui il appartenait, etc. Aujourd'hui, c'est toute l'évolution de la législation en matière de lutte contre le financement du terrorisme qui apparaît et qui vous dit moi je veux quand même savoir si je versais de l'argent à une organisation caritative, je veux m'assurer que cet argent-là est utilisé à bon escient et qu'il n'a pas été transféré par après à un autre groupe pour financer l'entraînement d'une base de terroristes ou autre. Donc c'est vrai qu'avec l'évolution du métier, peut-être qu'on trouvera des compliance officers qui vont se retrouver en Afrique ou quelque part au Moyen-Orient et qui va aller vérifier que l'argent est bien allé où il va aller. D'où
l'évolution vers la digitalisation, Ouais. qui nous coûtera quand même moins cher si on est obligé d'aller faire des contrôles sur place. Très bien. Madame Sondo, la question c'était de savoir est-ce qu'on reste toujours sur une technologie assez basique pour l'identification, l'identification des clients et la traçabilité des transactions, ou bien est-ce qu'il y a quand même une évolution, d'après vous, dans votre contexte? Dans notre contexte, vous savez, le niveau de développement des infrastructures de télécom ne sont pas au niveau souhaité, hein, que ce soit surtout pour le Burkina. Il y a des pays où effectivement on a de haut débit par rapport à l'Internet, et on peut utiliser pour pouvoir aussi mettre implanter des plateformes quand même qui sont beaucoup plus aisées à utiliser, à laisser la traçabilité. Mais au Burkina, par exemple, nous avons des problèmes liés à la qualité des infrastructures de télécom. C'est vrai qu'il y a des opérateurs privés qui offrent leurs services, mais même ça, lorsque vous achetez, le niveau n'est pas correct pour vous permettre de faire de bonnes transactions. Si bien que pour ce qui concerne notre institution, par exemple, nous sommes membres de la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest, et à ce niveau, nous sommes en train carrément de changer de logiciel transactionnel. Et ce nouveau logiciel transactionnel viendra nous aider effectivement à être beaucoup plus conformes que le logiciel actuellement que nous utilisons, parce qu'il y a beaucoup de limites et qui ne permet pas de vraiment être en phase avec ce que la loi nous demande. Et c'est vrai, pour l'identification des clients, les choses ont légèrement évolué, parce qu'avec l'avènement des téléphones portables, même quand le membre est en milieu rural, tu as de fortes chances qu'il ait un téléphone portable, parce que le taux de pénétration des téléphones portables au Burkina est très élevé. Et donc, ça fait par exemple un élément souvent d'identification de certains clients, surtout au niveau des caisses villageoises, sans compter le fait que, je le disais tantôt, l'appui pour l'établissement des pièces. Mais il demeure qu'il y a des efforts à fournir, il y a des développements à faire pour être vraiment en phase. Mais le risque ou la contrainte majeure qui demeure, c'est la qualité des infrastructures de télécom dans nos cieux. Voilà. Je sais que la Banque centrale a mis en place une commission qui travaille sur une identification biométrique. Mais ce n'est pas encore d'application, c'est vraiment expérimental. Alors, sur la question de madame, sur les transferts d'argent, ou privilégier le contrôle au niveau des transferts d'argent ou au niveau du secteur bancaire, si j'ai bien compris. Oui, en fait, son intervention, si je l'ai compris, ça vient étayer le fait qu'en fait, le risque ne réside pas dans les structures formelles comme nos structures, parce qu'il y a beaucoup de contrôles qui se font, qui peuvent quand même rassurer les investisseurs par rapport à l'utilisation des fonds. Parce que, pour revenir un peu à la question posée à madame par rapport à la traçabilité, et quand l'argent l'institution est financée, par expérience, il y a la due diligence qui est commanditée avant même que le dossier ne soit analysé. Et en fonction des résultats de cette due diligence, on peut accepter ou ne pas accepter. Et on demande aussi les états financiers au moins des 3 ou 5 dernières années de l'institution. Et généralement, au niveau de la nouvelle loi, toutes les institutions qui ont un encours de crédit ou un encours d'épargne sur les 2 années supérieur à 2 milliards ont l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Ça, c'est obligé. Ça dit que les états financiers ne sont pas traités à l'interne. Il y a un commissaire aux comptes qui vient chaque année pour pouvoir, au moins 2 fois par an, pour valider les états financiers. Ça dit que c'est des sources quand même ça rassure par rapport à la qualité de l'institution
Et c'est des éléments d'analyse certainement que les bailleurs peuvent avoir à leur disposition pour pouvoir prendre leurs décisions. Et au-delà de la décision, une fois que la décision est prise et que l'argent est octroyé, à l'intérieur des institutions, il y a des mesures aussi qui sont prises pour l'octroi des crédits au bénéficiaire final. Le bénéficiaire final, si on sent que l'argent qu'il va prêter ne va pas à l'activité qu'il a donnée, parce qu'il y a des visites terrain pour visiter le lieu et voir quel type d'activité il veut mener. Et il nous est arrivé de refuser des crédits parce que l'utilisation n'était pas du tout claire. Donc, en fait, sa question renvoie au fait que les systèmes formels comme nous, il n'y a pas de problème par rapport au contrôle. Et effectivement, l'évaluation nationale des risques a ressorti ça. Parce qu'au niveau, par exemple, des opérateurs de transfert de fonds, il n'y a pas de législation pour le moment. Le contrôle ne se fait pas. Mais j'ai bon espoir parce que nous sommes dans un mouvement où, au niveau régional, il y a eu l'élaboration de la stratégie régionale d'inclusion financière. Et les pays ont été instruits pour élaborer leur stratégie de finances digitales. Et dans ce cadre, je pense que la BCEAO est très fortement impliquée parce que la stratégie régionale est pilotée directement par la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, les plateformes qui vont être utilisées dans ce cadre, certainement feront l'objet de contrôle. Mais c'est pour cela que, par exemple, moi, dans mon institution, nous n'avons pas opté pour notre virage à la finance digitale d'utiliser, par exemple, les sociétés de téléphonie. Nous avons une plateforme qui a été mise en place par notre établissement financier de prêt et cette plateforme sera contrôlée pour pouvoir être vraiment en règle vis-à-vis du législateur. Sinon, ce qu'elle dit, c'est juste. Très bien. On va encore prendre une série de questions. Il y a un monsieur juste devant ici. Oui, bonjour. Édouard Serres de la Fondation Grameen Crédit Agricole. Dans vos présentations, j'ai vu qu'il y avait un peu une dichotomie entre, d'un côté, au Luxembourg, des sanctions qui sont effectives sur les acteurs luxembourgeois, bon, c'est aussi le cas en France, et de l'autre, au Burkina, des sanctions qui ne sont pas encore appliquées. Donc on a une différence de timing, en fait, dans les exigences du régulateur. Et donc ma question est d'abord pour Madame Sondo. Combien de temps au Burkina on va avoir besoin pour avoir une régulation bien adaptée et avoir des règles bien adaptées pour prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme? Et pour Madame Debrand, ma question est, est-ce que vous pensez que le régulateur luxembourgeois, par exemple, puisse accepter que lorsqu'on finance des pays dont la régulation n'est pas encore prête, il y ait plus de tolérance envers les institutions financières, tout simplement parce qu'elles n'évoluent pas dans des pays avec des infrastructures suffisantes pour faire ces contrôles. Un exemple, c'est la présence des listes de sanctions. Certains pays, le régulateur va donner accès à des listes de sanctions où on trouve notamment donc, les personnes sanctionnées, mais aussi potentiellement les terroristes. Et dans d'autres pays, l'accès n'existe pas. Alors, les IMF pourraient s'abonner à des bases de données comme WorldCheck, mais c'est assez cher. Donc voilà, mes deux questions. Très bien. Une autre question? Tout au bout, là. Merci. Valère Toguirezou, je travaille chez Deloitte Luxembourg. J'avais une question pour Madame Sondo par rapport à la taille de votre à la partie inclusion financière. Quel est le nombre de vos clients aujourd'hui, ceux qui bénéficient de vos financements? Vous les estimez à combien? Et au jour où on parle, est-ce que vous avez eu déjà des cas de non-conformité à des règles anti-financement du terrorisme? Est-ce que vous avez dû exclure un de vos clients de votre base pour suspicion de financement de terrorisme? Une deuxième petite question,
ça peut être pour vous deux. C'est au niveau du financement. Donc, les institutions de microfinance reçoivent de l'argent en local, financé par des institutions gouvernementales ou des institutions financières locales, ou des financements internationaux comme des fonds microfinance au Luxembourg. Est-ce qu'il arrive plus ou moins souvent que les fonds ne soient pas débloqués parce qu'il y a un souci au niveau du compliance, parce qu'on a un souci au niveau de l'assurance ou du niveau de risque qu'on estime élevé ou pas quand on fait les due diligence sur les institutions de microfinance. Merci. Très bien. Alors, la première question du représentant de la Fondation Grameen Crédit Agricole, hein, donc sur les sanctions qui ne sont pas appliquées au Burkina Faso. Est-ce que c'est la bonne information d'abord? Je ne dirais pas que les sanctions ne sont pas appliquées, non. Parce que je vous disais tantôt que dans la loi 23, la première instruction portait sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et cette instruction a été maintenant édictée en loi, la loi 16, pour pouvoir y insérer des mesures contraignantes et encadrer ce risque qui évolue de façon croissante. Présentement, il est exigé de toutes les institutions d'établir les procédures et les politiques liées à cet aspect de risque, lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, surtout pour le secteur de la microfinance. Sinon aussi pour le secteur bancaire, ça s'appliquait déjà. Et même chez nous, on a commencé à appliquer, puisque je vous disais tantôt que maintenant, les opérations de plus de 7 500 €, on a l'obligation de faire la déclaration. Et il y a des investigations qui se font par après, par la CENTIF ou par l'ANR. Mais nous ne gérons plus ce volet. Si par hasard, il s'avérait qu'un de nos clients est épinglé, c'est sûr que la sanction va tomber. Mais pour le moment, on n'a pas eu de cas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sanctionné. Même à cette étape de sensibilisation et de formation, advienne un cas avéré, c'est sûr que nous serons sanctionnés. Mais pour le moment, non, on n'est pas sanctionné. Et à l'interne, on est en train de prendre les dispositions vraiment pour aussi être conforme. Voilà. Et monsieur posait aussi la question si au niveau luxembourgeois, il pourrait y avoir des tolérances vis-à-vis de certains pays, si j'ai bien compris, hein, qui n'appliquent pas encore tout le dispositif anti-blanchiment. Je pense pas qu'on puisse appliquer un niveau de tolérance par rapport à un client ou l'autre selon le pays dans lequel il réside ou exerce sa profession. Et c'est de là que vient la difficulté pour le professionnel qui doit absolument adapter son évaluation des risques par rapport au client ou à la situation à laquelle il doit faire face. C'est comme je le disais, vous pouvez vous baser sur les rapports qui ont été écrits par le Groupement d'action financière internationale, les évaluations mutuelles des différents pays, pour vous dire, OK, au Burkina Faso, il y a un système légal et réglementaire qui s'est mis en place. C'est effectivement récent, mais il fonctionne. Et justement, l'objectif d'utiliser ce genre de rapport, c'est de pouvoir obtenir suffisamment de confort pour nous dire est-ce qu'on peut travailler en toute sécurité avec des acteurs de ce pays. Le problème, c'est qu'on est dans la finance et le zéro risque n'existe pas. Même à Luxembourg, le zéro risque n'existe pas. On a eu l'exemple d'une banque d'une banque qui a essayé de se monter récemment en utilisant de la crypto-monnaie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à lever, donc on n'est pas au Burkina Faso, on est en Europe,
Ils ont levé 18 millions d'euros et ils sont partis avec la caisse. Et vous êtes à l'intérieur de l'Union européenne avec un système légal et réglementaire robuste en matière de lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, lutte contre la fraude, tout ce que vous voulez. Mais ils sont quand même partis avec 18 millions d'euros. Si j'avais su, je l'aurais fait avec mon club associatif, hein, parce que ça a l'air de marcher. Mais donc pour moi, dès lors que le pays avec lequel vous allez décider d'entrer en relation d'affaires et les personnes avec qui vous allez rentrer en relation d'affaires vous apportent ce niveau de confort qui, pour vous, va être déclencheur et qui va vous dire d'accord, ça n'est pas parfait, mais dans mon risk scoring, je les ai mis en risque élevé, donc ça veut dire que je vais un peu plus les suivre, je vais suivre les transactions, je vais régulièrement rester en contact, donc je vais appliquer des mesures de vigilance plus élevées qu'avec d'autres clients, mais ça va pas m'empêcher de travailler avec. À moins que je tire le client ou l'association ou l'institution apparaissent sur une liste de sanctions internationales, rien ne m'empêche de travailler avec. Ouais. Donc, c'est éclairant ce que vous dites, enfin, c'est intéressant parce qu'on a toujours dans notre petite tête l'idée comme quoi ce type de situation arrive très fréquemment en Afrique, mais même ici, non. Ça arrive. Et quand c'est ici, c'est plus gros. Oui. Hein. Alors, on va terminer par... Oui, c'est sûr. Quand c'est ici, c'est plus gros. Hein. C'est des montants très élevés. Ah oui. Il y a des montants importants aussi en Afrique, hein, notamment au Cameroun. Quand il y a eu la vague de licenciements dans tout le secteur bancaire, il y a beaucoup d'anciens banquiers qui se sont recyclés dans la microfinance en allant lever des fonds à gauche et à droite dans les différents villages et qui sont aussi partis avec la caisse. Et ça représentait des montants très importants. Il reste à M. Valère sa deuxième question. Je crois que la première, vous y avez déjà répondu. Vous n'avez jamais été confronté au refus d'un client pour cause de blanchiment ou de financement du terrorisme. Par contre, plutôt au niveau macro, alors, est-ce qu'il y aurait eu des fonds non débloqués à cause d'un contrôle plus serré, des fonds qui proviendraient de fonds d'investissement de microfinance, quoi? Dans mon institution, nous n'avons pas la culture d'aller à l'emprunt. Nous collectons l'épargne interne que nous réinjectons dans l'économie sous forme de crédit. Par contre, comme je suis présidente de l'association professionnelle, il y a d'autres institutions qui effectivement empruntent auprès d'investisseurs. Mais je n'ai pas été touchée personnellement par rapport à des difficultés pour accéder à ces virements. Parce que, comme je l'ai dit généralement, il y a des documents qui sont assez bien peaufinés, qui montrent quand même une certaine traçabilité de ces opérations-là. Si bien que les transactions ne sont pas... Il n'y a pas de contraintes sur les transactions. Ça peut prendre assez de temps parce que la banque aussi fera des vérifications, mais je n'ai pas eu cas de blocage pour ce genre de situation. Et il demandait aussi le nombre de clients qui ont accès au crédit. Au 30 juin, on était à peu près 480 000 membres, emprunteurs, qui ont eu accès au crédit, pour un crédit moyen de l'ordre de 480 000 francs CFA. Mais il faut diviser par 660. Voilà, c'est ça. Je te laisse faire l'opération. Voilà. Peut-être une toute dernière question, parce qu'après, il faut qu'on passe aux conclusions. Il y a deux questions. Les deux dernières, rapidement, si possible. Bonjour. Ma question s'adresse à Madame Devande. Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des deux principales sources, je dirais principales, parce que pour moi, c'est ça, du terrorisme concernant surtout les prises d'otages, donc qui sont parfois, comme on dit, négociées par les États pour donner des sous aux preneurs d'otages, mais aussi des grandes compagnies comme Total, en Syrie par exemple, qui, lors de la crise en Syrie, donc donnaient de l'argent à des terroristes pour que les camions puissent passer pour faire la livraison et tout ça.
Donc, à mon avis, ça, c'est les deux principales sources du terrorisme. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises par rapport à ça? Est-ce que vous étiez au courant? Casper? Merci, Casper Van Slim du Luxembourg Microfinance and Development Fund. Moi, j'avais une question concernant que la définition de tout ce qui tombe dans financement du terrorisme et blanchiment d'argent est très large. Et entre autres, comprend des éléments comme des fonds d'origine de la corruption, de fraude fiscale, etc. Donc, ça m'intéressait beaucoup de savoir comment une institution importante au Burkina Faso aborde ces questions. Est-ce que j'ai des flux financiers qui ont ces origines illicites dans la définition très large de la loi, au moins ici, et qu'est-ce que vous faites comme système pour éviter ce genre de cas? Pour la première question, peut-être? Pour la première question, c'est assez spécifique. Quelles sont les mesures à prendre en matière de prise d'otages? Je ne sais pas. La sécurité, l'insécurité dans ces pays est connue. Et à part faire de la prévention et essayer de limiter l'exposition à ce type de risque à travers la communication, parce que si vous êtes au courant de ces risques, vous allez pouvoir tenter de les prévenir. Mais ce que font les gouvernements face à ces preneurs d'otages, je ne sais pas. Il y a toujours eu, on touche au domaine politique qui est loin de ma profession. Et quoique dans la finance, on peut faire aussi de la politique. Mais et je ne sais pas. Je sais juste que lorsqu'on a des collègues qui doivent partir travailler dans ce genre de pays, lorsque j'ai travaillé dans d'autres institutions financières, on joue énormément sur la prévention. On joue énormément sur la prévention et on insiste sur la partie sécurité physique des personnes. Et en général, on ne les envoie jamais seuls. Ils sont toujours accompagnés. Donc, et il nous faut toujours un agent local, un contact local qui a une bonne connaissance du terrain pour éviter justement ce genre d'incident. Mais malheureusement, on est dans des pays où l'insécurité est assez élevée et, comme je disais auparavant, le zéro risque n'existe pas. Mais c'est les États en général qui ont la grande responsabilité, et je dirais même une responsabilité de négocier avec ces terroristes pour libérer nos otages. Voilà. Est-ce que ça, pour moi, ça c'est irresponsable. Et c'est une des principales sources du terrorisme. Il y a aussi le cas de Total en Irak ou en Syrie. En pleine crise, ils veulent protéger coûte que coûte leurs biens et tout. Et quitte à payer des gardiens, des terroristes, des Daesh et tout ça, pour qu'ils fassent passer leur camion pour payer le fioul ou le gasoil et tout ça. Donc ça, pour moi, ça c'est les deux principales sources du terrorisme. Il faut absolument s'attaquer à ces deux cases. Pour moi, 80% du terrorisme, ça vient du financement du terrorisme. Je vais vous proposer, puisque c'est un sujet qui vous tient à cœur, de saisir nos parlementaires que nous allons prochainement réélire et de soumettre la question à la Chambre des députés via l'outil de sondage. C'est un des outils préférés. Comme ça, cette question sera soumise à l'autorité publique. À l'autorité publique. Très bien. Oui. Réponse à la question de Casper, Madame Sandou. Comment éviter de recevoir de l'argent frauduleux?
Je dirais qu'au niveau interne, nous avons des procédures par rapport à l'historique des membres et on fait le suivi des comptes. Pour des comptes où, en principe, on connaît à peu près les montants des dépôts. Si à un moment donné, le dépôt est triplé ou quadruplé, ça fait objet de sondage. Mais quand le membre vient, on ne peut pas lui dire non, on ne prend pas. Si vous le faites, vous l'alertez déjà. Et au-delà des procédures internes, ça c'est comme je vous le disais tantôt, au-delà les dépôts au-delà de 7 500 €, on fait la déclaration à la CENTIF. Et là aussi, il y a des investigations qui se font pour s'assurer que vraiment c'est de l'argent propre qui ne vient pas de sources douteuses. Et si cela est avéré, c'est sûr que le membre sera interpellé. Mais pour le moment, on n'a pas eu de cas, comme je vous le disais tantôt. Très bien. J'invite M. Raymond Chadec, qui est le nouveau président de Investing for Development SICAF. Je ne vais pas vous présenter parce que sinon les 5 minutes de conclusion seraient déjà remplies. Je souligne juste que vous êtes aussi président d'un institut luxembourgeois des administrateurs et vous avez beaucoup d'autres activités. Mais restons sur le focus d'aujourd'hui. En tant que président d'un fonds d'investissement qui transfère des montants vers le Sud, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de notre discussion? Qu'est-ce que vous pouvez conclure? Très bien, merci. Je sais que vous avez tous faim, c'est pour ça que j'essaierai d'être court. Okay. Je crois que le débat en grande ligne reflète beaucoup de soucis et d'idées et d'expériences que LMDF a fait au cours de ces 9 dernières années. C'est pour ça que je vais essayer de rassembler quelques points. Le premier, c'est qu'évidemment, on a vu avec Mme Debrand surtout que le respect des législations locales ici à Luxembourg est très important, ou européennes est très important, mais que sur place, il ne résout évidemment pas tous les problèmes. Okay? Parce que je crois, et vous l'avez dit à juste titre, okay, qu'une opération financière sans risque, ça n'existe pas. Okay? Et c'est pour ça que je crois qu'il faut faire une bonne évaluation entre risque et ce qu'on veut atteindre. Okay? Et je vais y arriver par après. Donc, ce qui importe, c'est que les professionnels fassent leur job, okay? Et c'est que les professionnels fassent en sorte qu'ils connaissent leurs clients, ils réfléchissent bien sur quels produits offrir, etc. Et c'est pour ça que, comme même LMDF, quand on opère quand même ensemble avec ADA du Luxembourg, évidemment, il faut créer des partenariats locaux sur place qui connaissent les marchés, qui connaissent les clients, qui ont les moyens de faire le job. Okay? Et c'est pour ça que, par exemple, LMDF, ensemble avec ADA, on a sur ces 9 années créé plus de 115 partenariats ou relations à long terme avec des maisons ou des institutions de microfinance dans 26 pays. Okay? Pourquoi est-ce que c'est tellement important? C'est tellement important parce qu'en fin de compte, et c'est pour ça, moi, ceux qui me connaissent savent que je suis optimiste, okay? Mon optimisme est du fait que, en fait, tous les acteurs dans la microfinance ont très bien compris que c'est leur réputation qui est en jeu. Et c'est pour ça qu'ils vont faire tout pour s'entourer de partenaires avec lesquels ils bâtissent une relation de confiance à long terme, qu'ils connaissent, etc., etc. Donc je crois que c'est via un partenariat fort qu'on arrive à éviter le problème peut-être, okay, mais au moins prévenir le problème. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on parle de prévention de blanchiment et pas d'éviction. Okay. Deuxième point que je voulais voir, c'est que évidemment, on a vu que la digitalisation, okay, on compte beaucoup sur ça dans ces pays, okay, a créé plus de sécurité, surtout sécurité physique en ce qui concerne le transfert d'argent. Le troisième débat, et peut-être que c'est qu'on a joué beaucoup sur la transparence et encore une plus forte coopération, et qu'il faut en fait renforcer encore la coopération Nord-Sud. Peut-être que c'est un bon message à passer
à 4 jours des élections locales. Et le dernier point, c'était plus ou moins un point personnel qui me tient énormément à cœur, c'est qu'aujourd'hui, de nouveau, on a parlé, et on l'a bien fait, d'une heure, pendant 1h30, de problèmes, de risques, etc., et de coûts. Moi, je crois qu'il faut aussi que toutes ces instances de microfinance investissent un peu plus d'argent pour encore mieux informer le public et leurs investisseurs sur l'impact qu'ils créent. Sur l'impact qu'ils créent. De nouveau, on a une tendance à toujours dire les risques, sanctions, etc., mais parlons aussi de l'impact qu'ils créent. Et juste pour vous donner, et je vais terminer avec ça, un exemple, sur les 9 ans, LMDF a fait 150 000 prêts. C'est-à-dire qu'ils ont changé la vie de 150 000 foyers. Ça aussi, il faut le mettre en mesure et en contrebalance avec les risques qui sont éventuellement en cours. Merci. Merci. Alors, avant de passer au déjeuner et au verre, donc, remerciements à nos 2 oratrices pour leur brillante participation. C'était assez riche. Comme d'habitude, la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire luxembourgeoise et le réseau Infine. La Banque du Luxembourg pour nous avoir accueillis dans ses locaux. Madame qui nous a fait une brillante introduction aussi, qui a très bien ouvert le débat. Monsieur Raymond Chadec pour ses conclusions, et vous tous qui êtes venus écouter, fidèles publics des Midis de la microfinance organisés par Adam. Dans l'actualité, juste vous préciser que le 15 et 16 novembre prochain aura lieu la prochaine semaine européenne de la microfinance, avec, je pense, le 15 novembre, on va décerner le 9e prix européen de la microfinance. Sur ce, merci beaucoup, et je vous invite à prendre un verre et un peu plus même si vous avez une petite faim. Merci beaucoup. Merci.